Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un thème assez important puisqu'il s'agit de la notion de stop. Nous allons voir quels sont les différents types de stop qui existent et comment les placer de manière efficace. Alors déjà, on va commencer par une définition parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est vraiment un stop. Ils en ont peut-être entendu parler sans vraiment en saisir tous les contours. Alors un stop, en fait, il faut savoir que c'est vraiment un élément central dès lors qu'on fait du trading, qu'on prend des positions. C'est même peut-être l'élément le plus important. Le stop, en fait, c'est le niveau à partir duquel on va couper la position dès lors que ce niveau sera atteint. Donc par exemple, vous prenez une position sur l'euro-dollar à 1,33, vous placez votre stop à 1,3250. Si l'euro-dollar touche 1,3250, dans ce cas-là, vous sortez de votre position longue, vous la clôturez. L'intérêt de mettre un stop, c'est de ne pas laisser courir les pertes, ce qui est malheureusement ce que font beaucoup de gens qui interviennent sur les marchés, et ils laissent courir les pertes et ils coupent trop tôt les gains, donc alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine rigueur dans la gestion de ces stops, les déterminer à l'avance, avant même au moment où on prend sa position. Il ne faut pas se dire bon, je prends une position et je verrai ça plus tard. Non, il faut vraiment avoir la notion de son stop en même temps que l'on prend une position, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc le niveau stop, bon, on va voir les différentes catégories de stop, mais de manière générale, il va représenter soit un niveau technique important, soit il va être déterminé avec une méthodologie particulière. Mais dans tous les cas, il faudra que ce stop ne soit pas forcément positionné exactement sur le stop théorique. Il faudra toujours garder une petite marge parce qu'il y a une chasse au stop qui est assez fréquente. Les niveaux peuvent être touchés, voire débordés avant que le mouvement se retourne. Donc il ne faut pas penser par exemple que si on a un double top, on est en train de former un double top, il ne faut pas forcément mettre son stop exactement au niveau du premier sommet, parce qu'il y a une probabilité par exemple qu'on aille au-delà, sans que ça remette en cause la figure. Bon, là je vous prends un exemple vraiment parmi tant d'autres, mais de manière générale il faut toujours garder une petite marge entre son stop théorique et le stop que l'on va vraiment positionner pour éviter tous ces mouvements un petit peu erratiques, ces squeezes, et donc au final limiter le nombre de faux signaux. Alors voici les différents stops que nous allons aborder dans ce module. Ils sont au nombre de 7. Alors l'ordre n'a pas forcément beaucoup d'importance. Bon, c'est vrai que les deux premiers, ce sont peut-être ceux qui, en tout cas pour moi, sont les plus importants, mais après il n'y a pas d'ordre particulier. Alors on va commencer tout de suite par les stops qui sont déterminés d'un point de vue graphique. Alors moi qui suis analyste technique, c'est évidemment ceux que je vais préconiser, privilégier, mais après chacun vraiment utilise à sa manière de faire dans le trading, et donc c'est pour ça que je vais aborder d'autres stops. En tout cas moi c'est ceux que je préconise à titre personnel et que j'utilise. Donc ce qu'il faut, c'est déjà avoir une bonne connaissance de tout ce qui est analyse technique de base, j'ai envie de dire l'analyse chartiste traditionnelle, parce qu'on va vraiment se baser sur les notions de support-résistance, les droites, les obliques, les figures chartistes. Et donc à ce sujet, je vous renvoie, en tout cas pour les supports-résistance, à un module qui est disponible sur notre site internet dans l'espace formation et également sur notre page YouTube. Donc un module de formation consacré aux différents niveaux de support-résistance. Voici les niveaux horizontaux, les précédents plus haut, plus bas, les retracements de Fibonacci, etc., etc. Ça va vous permettre vraiment de comprendre comment on peut déterminer des niveaux de support et de résistance, et donc comment du coup on peut placer de manière efficace ces stops. Pour moi c'est la manière la plus fiable et la plus complète, parce qu'elle se base vraiment sur des critères objectifs. Les niveaux de support et de résistance ont un impact au-delà des simples analystes techniques. Tout le monde a
en tête les niveaux importants, qu'on soit un fervent défenseur d'analyse technique ou au contraire un fondamentaliste convaincu. Souvent les niveaux de stop sont placés juste en dessous des gros niveaux de support ou juste au-dessus des grosses résistances. Donc c'est important d'avoir ça en tête et d'être capable de pouvoir déterminer ces niveaux-là. Donc je vous ai mis un exemple sur le câble, un exemple en intraday. On se rend compte qu'il y avait trois niveaux, trois éléments graphiques qui permettaient d'habiller le graphique de manière pertinente. Tout d'abord une droite de support ascendante avec 3 points de contact. Ensuite un niveau de pullback. Un niveau de pullback, c'est en fait un niveau qui a été précédemment franchi et qui voit son statut changer en fait selon le principe de la polarité. Donc ici par exemple on avait une résistance, on a consolidé en dessous, ensuite on l'a cassé, cette résistance devient désormais un niveau de support. Le fait qu'il y ait ce changement de statut, on parle de niveau de pullback. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces niveaux de pullback se confondent avec le troisième retracement de Fibonacci de tout ce rallye. Donc concrètement, si on souhaitait prendre une position longue, bon après ça dépend évidemment de l'horizon sur lequel on se positionne, mais on peut très bien envisager de mettre son stop sous cette droite ascendante et également sous ces deux niveaux horizontaux qui se confondent. De la sorte, on a quand même une bonne probabilité que les cours viennent rebondir sur cette droite et continuent leur ascension, leur progression. Alors on peut compléter les stops déterminés d'un point de vue graphique en utilisant les volumes par niveau de prix. Ce qui va nous permettre de mettre en évidence les zones de prix qui présentent des volumes relativement faibles. Il faudra privilégier ces zones-là puisque parce que lorsqu'il y a beaucoup de volume pour un niveau de prix donné, ça aura tendance à attirer les cours dès lors qu'il y aura des consolidations, il y aura un pouvoir d'attraction. Donc il faudra faire attention à cela. Donc si on regarde bien le graphique ici, donc c'est le même graphique précédent sauf qu'on a rajouté les volumes par niveau de prix. Ils viennent se rajouter directement sur le graphique. Et donc dès lors que vous avez des barres relativement longues, cela signifie que il y a eu beaucoup de volume cumulé pour ce niveau de prix là, donc aux environs de 1,52 3/4. Alors il y a plusieurs raisons à cela, mais en général c'est quand on est dans des phases de range, ce qui est le cas ici. On a un range entre deux bornes, on va passer pas mal de temps au sein de ce range, et par conséquent les volumes vont se cumuler, et donc être beaucoup plus importants que dans des des périodes où finalement on a des mouvements assez impulsifs. Les cours ne font que passer par certains niveaux de prix et ne vont pas forcément rester très longtemps, et par conséquent on aura des niveaux des volumes cumulés plus faibles. Donc c'est ces volumes là qu'il faudra privilégier. Donc dans le cas présent par exemple, ici on voit qu'on a très peu de volume sur cette zone de prix aux environs de 1,5315 à 20. Cela signifie qu'en fait, une fois qu'on est sorti du range, on a accéléré à la hausse et on n'est pas resté longtemps traiter ce niveau de prix à 1,5315, 1,5320. Donc ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant un niveau sur lequel on peut se positionner de manière efficace. Bon, je me rends compte que si on descend un petit peu au niveau des cours et qu'on se positionne sous la zone de support qu'on avait mentionné dans le slide juste avant, on se rend compte qu'il y a également peu de volume et donc ça pourrait être d'autant plus pertinent de positionner son stop aux environs de 1,53 figures. Donc voilà, donc ça je vous invite vraiment à les rajouter sur vos graphiques pour avoir cette information supplémentaire qui vous permet de confirmer ou de conforter éventuellement un niveau de stop que vous auriez déterminé par d'autres outils tels que les outils graphiques ou ceux que l'on va voir juste après. Alors le troisième stop qu'il est possible qui existe, le troisième stop que l'on peut utiliser dès lors qu'on fait du trading, c'est le stop sur écart fixe. Donc quel est le principe en fait? Vous allez appliquer un spread équivalent quel que soit le sous-jacent sur lequel vous allez vous positionner. Après vous pouvez l'ajuster éventuellement en fonction de l'horizon sur lequel vous vous positionnez. Si vous êtes sur du court terme ou du swing trading, vous n'allez évidemment pas forcément adopter toujours le même écart fixe, mais sur un horizon donné, peut-être donc vous pourriez trouver intéressant de utiliser systématiquement un écart fixe
de 15, 20, 50 pips par exemple. Alors, le problème de cette manière de faire, c'est que vous allez occulter un certain nombre d'informations de marché. Vous n'allez déjà pas tenir compte de la volatilité. D'un sous-jacent à l'autre, vous n'avez pas forcément la même variation, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Vous allez donc occulter également les notions de support-résistance. Peut-être que si vous mettez un stop à 15 pips, peut-être que vous allez le placer juste sous une grosse résistance par exemple, et là vous risquez vraiment de vous faire stopper avant que le marché se retourne. Et vous n'allez pas du tout tenir compte des caractéristiques propres du sous-jacent, sa manière de se comporter, également son niveau en valeur absolue, puisqu'un écart de 15 pips sur un eurodoll qui vaut 1,32 n'est pas la même chose qu'un écart de 15 pips sur un euro sec par exemple qui vaut 8,70. En termes de pourcentage, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc il faut quand même avoir ça à l'esprit dès lors que vous souhaitez utiliser ce type de stop. Bon, après, l'avantage c'est que c'est rapide à mettre en place. Si vous avez l'habitude d'intervenir sur un horizon vraiment donné, genre du 30 minutes par exemple, vous faites que du 30 minutes, vous cherchez toujours à avoir à capter un mouvement de 30 à 40 pips par exemple. Peut-être que voilà, vous avez votre habitude et mettre un stop à 15 pips, c'est quelque chose qui vous rassure, ou vous connaissez bien, vous pouvez bien connaître un sous-jacent en particulier, vous savez que c'est un écart qui lui correspond. Mais attention quand même à savoir bien l'utiliser et ne pas juste tomber dans la facilité en se disant bon, un écart fixe ça passe bien. Non, il faut quand même bien avoir une bonne connaissance de son sous-jacent. Et le mieux, donc, c'est ce que je vous dis, va être concentré sur des horizons qui sont récurrents. Alors, on peut utiliser une variante de cet écart fixe pour pallier à la notion de volatilité, en quelque sorte. En tout cas, pour que ça colle un petit peu plus à chaque sous-jacent, vous pouvez en fait utiliser un pourcentage fixe. Donc, au lieu d'utiliser 15 pips, vous allez par exemple utiliser 0,2%. En utilisant 0,2%, vous aurez un mouvement relatif qui sera similaire entre un euro-dollar et un euro sec par exemple. Bon, évidemment en absolu ça sera différent, mais c'est justement ça qui peut être intéressant, c'est que ça colle un petit peu plus à chaque sous-jacent du fait qu'on utilise un pourcentage de la valeur absolue du sous-jacent en question. Quatrième manière de déterminer un stop, c'est en utilisant en fait des indicateurs. Alors vous connaissez certainement les indicateurs techniques classiques, j'ai envie de dire, tels que RSI, MACD, stochastique. Là, on va pas du tout utiliser ces indicateurs-là dans le cadre de positionnement stop sur indicateur. On va vraiment utiliser les indicateurs que l'on rajoute directement sur le graphique, qui entourent les cours. Donc j'en ai mis 3 ici, bon il y en a d'autres, mais à mon avis ce sont les principaux. Donc il y a le parabolique, il y a la moyenne mobile, et il y a les bandes de Bollinger. Voilà, bon, les bandes de Bollinger, on aura presque pu les mettre dans les stops relatifs à la volatilité, mais vu qu'ils sont vraiment directement mis sur le graphique et qui dépendent du moyenne mobile, on peut également les mettre dans cette catégorie. Alors l'avantage, c'est que en fait, vous allez pouvoir laisser courir vos gains dans les phases directionnelles évidemment, parce que la moyenne mobile c'est vraiment un indicateur de tendance. Dès lors que vous prenez position et que le marché évolue, dans le bon sens, vous pourrez avoir votre moyenne mobile qui suit en fait les cours, et donc vous aurez une sorte de trailing stop, de stop suiveur, et de la sorte vous pourrez vraiment capitaliser sur le mouvement de hausse si vous êtes par exemple long, tout en profitant, tout en ayant la possibilité de sortir assez rapidement dès lors que le marché va se retourner, puisque dès lors que votre moyenne mobile sera franchie, vous pourrez couper votre position. Bon, évidemment, il ne faut pas utiliser des paramètres trop réactifs, auquel cas vous risquez de vous faire stopper assez rapidement. C'est toujours le problème qu'on a avec ce genre d'indicateurs qui suivent les cours, c'est que si vous êtes trop agressif au niveau du paramétrage, à la moindre consolidation, même si celle-ci est qu'une consolidation intraday, vous risquez de vous faire sortir. Donc vous pouvez donc soit élargir les paramètres, soit rajouter des critères de confirmation en utilisant 2 ou 3 des indicateurs présents ici. Par exemple, vous pouvez vous dire si le SAR se retourne,
il faut que la moyenne mobile à telle période soit cassée également pour valider une clôture de la position. Bon, après voilà, il y a tellement de possibilités que je ne peux pas tous les dénombrer, mais c'est par exemple une idée que vous pouvez mettre en place. Donc voilà pour ce type d'indicateur, enfin de stop basé sur les indicateurs. Cinquième niveau de stop possible, c'est ce qu'on appelle le stop discrétionnaire. Stop discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il va être déterminé vraiment par vous-même et non pas par un indicateur, un outil technique ou tout autre élément. C'est vraiment vous, avec votre opinion, avec votre feeling du moment. C'est un petit peu le pifomètre en fait. C'est vous qui allez déterminer quel est le niveau stop qui vous semble le plus pertinent. Alors il y a deux points de vue. Soit vous avez une bonne expérience de marché, votre œil est aguerri et a l'habitude de visualiser les graphiques et de manière inconsciente vous arrivez à déterminer dans certains cas des configurations dont vous savez qu'elles risquent de fonctionner avec un bon pourcentage de réussite. Auquel cas il peut être intéressant éventuellement d'utiliser cette manière de faire, le stop discrétionnaire. Vous faites en quelque sorte confiance à votre intuition. En revanche, si vous n'êtes pas un trader aguerri, vous n'avez pas une grande expérience des marchés, vous courez à votre perte parce que c'est une manière de faire qui ne repose sur rien, ça ne repose sur rien de tangible, sur rien de concret, il n'y a pas de justification technique derrière, et en cas d'évolution défavorable des cours, vous risquez de vous faire exploser entre guillemets, puisque vous n'aurez pas forcément vous n'allez pas forcément suivre votre stop. Bon, évidemment vous pouvez le placer en automatique. Là ça règle un petit peu le problème, mais si c'est juste un stop mental et que vous n'avez pas mis de position concrète de sortie dans votre plateforme de trading, donc si vous attendez que le niveau de stop soit atteint pour réagir par vous-même, là vous risquez de ne pas clôturer votre position parce que, comme je viens de vous le dire, ce stop ne repose sur rien. Il n'y a pas de justification technique, donc vous pourrez toujours trouver un argument qui vous fera penser que le marché peut rebondir ou rebaisser si vous êtes short. Au final, vous allez laisser courir les pertes et donc voilà, ça risque de faire assez mal à la fin. Donc vraiment un stop à utiliser plutôt dès lors qu'on a quand même une certaine expérience de marché et qu'on sait vraiment ce qu'on fait. Alors un autre stop, qui est un petit peu à la marge, mais qui peut être utilisé par certains traders dans un contexte bien spécifique, c'est le stop temporel. C'est un stop qui va surtout être utile lorsqu'on veut profiter de la volatilité des marchés. Donc ça va être au moment des publications économiques, des discours de banquiers centraux, à l'ouverture des bourses US notamment, et également où là on voit le marché qui réagit. Donc l'idée c'est de par exemple se dire bon, je vais prendre une position et je vais garder ma position pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Et donc au terme de ce délai, je coupe ma position quel que soit le niveau. Bon, ça a l'avantage de réduire le stress du trader puisqu'il sait exactement quand est-ce qu'il va couper sa position. Donc il n'a pas de questions à se poser, savoir si le niveau de prix est intéressant, pertinent, si on a gagné beaucoup, si on perd, etc. Il va juste se concentrer sur la clôture, sur le moment où il faudra clôturer. Donc bon, ça peut paraître un peu étonnant comme niveau de stop. Personnellement, moi c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je sais que ça existe. Mais l'inconvénient évidemment, c'est que à partir du moment où vous l'utilisez de manière exclusive, donc il y aura des gains potentiellement très importants, mais des pertes également très importantes. C'est vraiment très aléatoire et vu que ça se fonde pas sur le potentiel intrinsèque du sous-jacent, forcément un sous-jacent peut très bien mettre plus que 10 minutes par exemple à valider son signal par exemple. Donc c'est vraiment à utiliser vraiment dans des cas bien spécifiques, et une fois encore je pense que c'est encore les traders qui ont l'habitude de travailler d'une manière spécifique, trader les news par exemple, qui vont pouvoir utiliser ce niveau cette manière de faire au niveau des stops. Après rien ne vous empêche d'utiliser un stop physique également pour compléter ce stop temporel de manière à sortir dès lors que la première des deux échéances est atteinte. Soit c'est l'échéance temporelle, soit c'est l'échéance physique avec le niveau de stop qui est atteint après, quelle que soit la manière dont vous l'avez déterminé. Il s'agit d'un stop sur indicateur, fixe ou graphique. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément une grande expérience de marché, je leur conseille vraiment de compléter ce stop temporel avec un stop physique. Et enfin, dernière manière de
de faire pour déterminer un niveau de stop, c'est avec la volatilité. Ça va vraiment vous permettre d'ajuster en fait la volatilité au sous-jacent que vous traitez, plutôt que d'avoir, si on revient sur l'écart fixe, un spread qui soit équivalent pour tous les sous-jacents. En utilisant un indicateur de volatilité, ça va vraiment coller au plus près des cours, plus près du sous-jacent, de son comportement, et donc ça sera évidemment beaucoup plus efficace. Alors à ce sujet, je peux vous conseiller l'Average True Range, l'ATR, qui en fait mesure l'amplitude de variation d'un sous-jacent sur une période de temps donnée. Et donc en utilisant un multiple de cet indicateur, on va pouvoir appliquer un stop qui va varier donc d'une journée à l'autre, typiquement. Donc si l'on regarde le graphique positionné sur la droite, paramétré avec 13 périodes, 13 étant un dérivé de la suite de Fibonacci. Vous aurez peut-être noté par exemple tout à l'heure que la moyenne mobile était à 34 jours, ou 34 périodes plutôt. C'est également parce que 34 est un nombre de la suite de Fibonacci. Voilà, juste pour la petite précision. Donc là en l'occurrence l'ATR vaut 0,0016. Si l'on applique un multiple de 2, ça nous fait 0,0032. On peut convertir cela en pips, ça nous fait 32 pips. Et donc si l'on défalque 32 pips, si on défalque 32 pips du last à 1,5334, on obtient un stop à 1,5302. Ce qui est juste sous le niveau, la zone en fait que nous avions mentionné tout à l'heure, la zone de pullback qui se confondait avec un retracement de Fibonacci. Donc là on se rend compte qu'en utilisant cette méthode, on a un stop qui en plus graphiquement se justifie totalement. Alors si vous regardez l'historique de l'ATR, on voit bien que par moment il est à 0,002, par moment il est à 0,0025, donc si vous multipliez par 2, vous êtes à 50 pips. 50 pips, étant donné qu'on avait une accélération à la hausse assez brutale, ça se tient vraiment. On se rend vraiment bien compte ici que le stop est positionné vraiment en fonction de la volatilité du moment. Et là, dans les phases de range, la volatilité est beaucoup moins forte. On se rend compte que l'ATR est relativement faible, il était certainement aux environs de 0,0012. Donc voilà comment également utiliser la volatilité pour déterminer ses stops. Alors tout ce qu'on vient de voir là, c'est certainement pas exhaustif, il y a certainement encore d'autres manières de faire, mais je pense que là ce sont les principales. Vous pouvez très bien les combiner, les tester sur d'autres horizons temporels. Il y a peut-être des choses qui vont plus marcher en intraday, d'autres plus sur des horizons à moyen terme, mais ce qu'il faut c'est vraiment que vous soyez à l'aise avec ces manières de faire. Donc pour ça il ne faut pas hésiter à faire du paper trading là-dessus, c'est-à-dire du virtuel, pour vraiment appréhender les choses de la meilleure des manières. Voilà, donc cette formation sur les stops est à présent terminée. Donc une fois de plus, je vous invite à aller voir les autres modules de formation qui pourraient être des compléments à ce qu'on a pu voir ou dire dans ce module. Je pense notamment donc à la formation sur les niveaux de support et résistance, mais il y a également quelques formations sur les figures chartistes. Voilà, donc je vous invite à aller voir ça dans l'espace formation du site internet. Et donc pour ma part je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, après ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur AT Chart pour de nouvelles vidéos de formation.